Claude Perdriel, bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Alors vous êtes patron de presse depuis plus de 50 ans. Il y a eu le Matin de Paris, il y avait France Observateur, le Nouvel Obs qui est maintenant l'Obs. Vous possédez encore Challenge, celui-ci, et puis Science et Avenir, et puis Sophia. Sophia, c'est Historia, Histoire et le magazine littéraire, entre autres. Et la recherche. Et la recherche, exactement. Alors, Challenge, pour la première fois de son histoire, lance un plan de départ volontaire. Vous redressez le titre avant de le vendre? Non, non, je n'ai pas du tout l'intention de le vendre. J'aime beaucoup Challenge, c'est un journal qui marche bien, mais qui, comme tous les autres papiers presse écrite, ont des difficultés, pas dans la diffusion, qui marche bien, au contraire. Il y a à peu près 200 000 exemplaires de oui, diffusion. Non, nous sommes fiers, je suis très fier de dire que le journal est passé de 188 000 en 2015 à 200 000 à la fin de l'année. Oui. Nous y sommes, et comme nous en sommes. Donc le journal n'a pas de... C'est une des choses que je trouve triste pour la presse écrite. Je la trouve indispensable dans une social-démocratie où il doit y avoir la liberté d'expression. Indispensable, comme l'opéra, par exemple, est utile. Un peu plus, peut-être, non? Oui. Oui, mais enfin, la culture, c'est aussi indispensable que le reste. Oui, exact. Et le fait que ça n'équilibre pas est d'une tristesse infinie. Le capitalisme fait que les lecteurs sont contents, la preuve, c'est qu'ils augmentent. Le journal marche bien, tout le monde dit du bien de... Enfin, il me semble que peut-être vous me contredirez, mais enfin, dans l'ensemble, les lecteurs ont l'air vraiment contents. Voilà. Mais la difficulté d'équilibre est totale. Ouais. Et donc, c'est très embêtant, je trouve, parce qu'il aurait fallu peut-être, il y a 30 ans, prendre des mesures pour trouver des aides, oui, aux journaux d'information politique et générale. D'accord. Alors, à un moment, vous aviez dit, vous laissez entendre que vous cherchiez un partenaire extérieur pour développer encore plus Challenge. Et puis après... C'est vrai. J'avais envisagé, mais comme je suis en pleine forme, je me dis que non. Et puis, de toute façon... nous sommes en train de remonter Challenge et je ne désespère pas un jour d'équilibrer que Challenge, en tout cas, ne perde pas d'argent. Ne perde pas d'argent. Donc, à ce moment-là, je chercherai un partenaire et selon mon âge, il sera minoritaire ou majoritaire, mais pour le moment, je me sens en pleine forme, donc minoritaire. Alors, vous avez dit à une interview au micro de France Inter que vous souteniez Emmanuel Macron. Est-ce que Challenge va être... le journal de campagne d'Emmanuel Macron? D'abord, je n'ai pas dit tout à fait ça. Je n'ai pas dit que je soutenais Emmanuel Macron. J'ai dit que je trouvais que les idées qu'amenait Emmanuel Macron étaient un changement salutaire, extrêmement heureux et qui faisait plaisir. Parce que nous sommes dans un univers où, avec l'accentuation des batailles gauche-droite, où on a l'impression, quand les gens prennent la parole, qu'on sait déjà ce qu'ils vont dire, là, au moins, on a un homme qui parle vrai, qui parle des choses, qui cherche à trouver des solutions. Et c'est vrai, j'ai dit, on pouvait considérer ça comme un soutien. C'était un soutien clair. Que j'entendais un peu la musique de Mendès France, de Mauroy, de Rocard, de Delors. Quand je l'entends parler. Mais ce n'est pas, pour le moment, il ne s'agit pas de le soutenir, il s'agit de défendre et de dire que ces idées sont intéressantes et bonnes. Et ces idées correspondent un peu à la ligne éditoriale de Challenge, c'est-à-dire alors un peu de libéralisme, je suis sûr que mes amis de Challenge souhaiteraient sûrement que je précise que c'est à titre personnel que je prends parti. Mais Challenge, c'est à titre personnel. Vous savez... Dans la charte du Challenge, il est dit que c'est un journal qui respecte l'économie de marché sociale, qui est humaniste et qui défend le progrès. Alors, un jour, j'ai dit à mon ami beau-fils, mais alors dites donc, moi je trouve qu'on est plus que social-démocrate, on est même un petit peu à gauche. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je dis humaniste, social, défendant le progrès, ça fait quand même beaucoup. Mais c'est à titre personnel. D'accord. Ce qui est merveilleux, j'insiste un tout petit peu, en ce qui me concerne en tout cas. Je n'aurais jamais pu faire été membre d'un parti, parce que ça, c'est la pensée unique. Ce qu'il y a de merveilleux dans un journal,
c'est il doit y avoir du pluralisme d'opinion. Moyennant quoi, le lecteur que l'on considère comme intelligent, ce qui est la définition même du concept de challenge, eh ben, il a des avis différents, il peut se faire sa propre idée. D'accord. Alors, vous étiez venu ici même annoncer que vous aviez l'intention de vendre l'Obs à Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Quelques années plus tard, vous constatez, vous le voyez, hein, Le Point, qui était le petit poussé des news magazines, rattrape l'Obs en termes de diffusion. Le Point, c'est 340 000 exemplaires. L'Obs, c'est 368 000 exemplaires seulement. Est-ce que vous regrettez d'avoir confié votre bébé, l'Obs, à Xavier Niel? Oui, je ne dirais pas seulement que j'ai vendu, j'ai presque donné. Vous l'avez donné. J'ai dit confier. Ouais. Écoutez, l'Observateur a pris une ligne qui est un journal un peu plus d'entertainment, mais qui parle de politique, on le voit bien, puisqu'il y a du Hollande cette semaine, pardon. Mais qui a une diffusion, qui a décidé de jouer une diffusion tout à fait intéressante, parce que je ne sais pas quand elle est la vente, mais 350 000 exemplaires, il y a beaucoup de gens qui s'en satisferaient, ou 360 000. Donc, ils ont préféré, plutôt que de perdre de l'argent, chercher une audience qui leur permette d'équilibrer et de gagner de l'argent. Du point de vue de l'existence future du journal, c'est pas mal. Peut-être, il faut dire aussi que Le Point, par ailleurs, qui est le journal de mon vieil ami Franz-Olivier Gisbert, est un très bon news magazine et qui, lui, a la chance, apparemment, d'avoir une dynamique un peu plus... Journal de gauche, la publicité est peut-être un peu moins favorable que journal plutôt de droite. Et ça aide un peu Le Point. ça aide un peu Le Point. Vous êtes encore actionnaire de l'Obs, hein, 34% il me semble. Oui, mais... Mais vous n'êtes plus du tout opérationnel. Je n'ai jamais été, on ne m'a jamais écouté. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas souhaité, parce que je ne connais rien de pire que celui qui a dirigé pendant 50 ans et qui habite au 5e étage et qui dit « Moi, je n'aurais pas fait comme ça. C'est épouvantable, je ne suis plus rien dans les décisions. » Et d'ailleurs, le jour où ils le décideront, je rendrai mes actions à... Vous les rendrez ou vous les vendrez? Oh, je les rendrai. Vous les rendrez. D'accord. Vous savez, moi, les journaux, je trouve, ce sont des entreprises que l'on fait avec les journalistes. Je n'ai jamais aimé l'idée d'être propriétaire d'un journal. Qui est propriétaire? Moi, les journalistes, les lecteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, pourquoi moi je vendrais et les lecteurs ne toucheraient pas. Alors, vous n'êtes plus effectivement décisionnaire. En revanche, vous avez mis à l'écart Aude Lancelin, l'ex numéro 2 de l'Obs. Avec un SMS, vous lui expliquez qu'effectivement, elle n'était pas tout à fait dans la ligne éditoriale. Est-ce que c'était une décision politique? Quelle horreur, c'est une présentation totalement fausse. J'ai travaillé pendant des années avec Aude Lancelin, qui était sous la direction de Garcin, et moi j'ai eu toujours, et j'ai d'ailleurs toujours, de la sympathie pour elle. Je pense qu'il y a eu certainement pas une intervention de Hollande, en tout cas pas chez moi. C'est ce qu'elle dit dans son livre. Non, elle dit je n'y crois pas beaucoup, mais certains me disent que. Voilà. Regardez, elle n'est pas sûre d'elle. Il y a eu certainement une mésentente entre le numéro 1 et le numéro 2. Dans ce cas-là, on lui a demandé de partir. Quant à ce que vous dites, ce n'est pas du tout le cas. Je regrette, si j'avais su que vous m'en parliez, je vous l'aurais amené. La pauvre Aude Lancelin m'écrit une lettre de 2 pages qui est un appel au secours en me disant « Aidez-moi, je voudrais rester à l'Obs ». Et elle m'écrit des choses déchirantes, sympathiques, m'expliquant qu'elle est mère de famille, qu'elle est mère célibataire avec 2 enfants, qu'elle a des problèmes et qu'il faudrait qu'elle reste. Je ne suis malheureusement plus rien. Je n'ai plus de pouvoir. Je lui ai écrit 6 lignes en disant « Je suis désolé », 6 lignes d'amitié, de politesse pour essayer de la réconforter. « Je suis désolé, vous avez du talent, je suis persuadé que vous retrouverez du travail, mais je pense qu'effectivement, vous ne vous entendiez pas avec la direction de votre journal. » C'était une décision qui était plus j'aurais dû vous l'amener, la lettre de... Et en plus, je le répète, je n'ai rien contre elle. Si demain j'en ai l'occasion, je la referai travailler. D'accord. Alors, Marie-Dominique Lelièvre a publié un livre sur vous, qui s'appelle « Sans oublier d'être heureux ». Qu'est-ce que... Alors, ce livre est plutôt, j'allais dire, sympathique et très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir de votre parcours? Et on y reviendra un tout petit peu. Vous êtes
serez fier de quoi? Écoutez, je suis fier de quoi? Je suis fier de n'avoir jamais menti dans la vie, d'avoir tenu ma parole, d'avoir défendu les mêmes idées depuis que j'ai l'âge de 12-13 ans. Je suis un homme à la fois de gauche, mais de gauche pour des raisons de cœur, pas de gauche pour des raisons partisanes. Et je suis fier aussi bien des journaux et des journaux que j'ai créés, fondés, défendus, fait exister, mais je suis fier aussi de l'entreprise industrielle que j'ai mise en œuvre et qui aujourd'hui exporte 80% de sa fabrication dans 25 filiales dans les pays étrangers. Donc vous êtes fier d'avoir fait à la fois une vie d'industriel et une vie de patron de presse avec une conviction. La vie industrielle, elle était bien utile parce que comme la presse a toujours perdu de l'argent... Ça vous a permis de financer. Alors vous connaissez la presse, je le dis, depuis plus de 50 ans, elle a beaucoup changé, hein. Elle a énormément changé. Aujourd'hui, elle doit composer avec Facebook, avec Snapchat, avec les opérateurs télécoms. Est-ce que vous êtes toujours dans le coup ou vous dites ça, c'est des options qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Science et Avenir, qui diffuse, il est vrai, 225 000 exemplaires, nous avons 1 600 000 fans sur Facebook. Ah oui. Alors, et demain, à midi, je vois une des 2 directrices d'Internet sur Science et Avenir. Bien sûr, Internet est un fait, et surtout maintenant avec la disparition quasi totale comment dirais-je... Du papier, non? Non, pas seulement du papier. Je veux dire, aujourd'hui, c'est sur le mobile. Oui. Les écrans, ça n'est plus sur les grands écrans, ça n'est plus sur l'ordinateur, ce n'est plus sur l'iPad, c'est maintenant sur le mobile. C'est indispensable, on doit y être. En même temps, je trouve que Internet, c'est quelque chose d'un danger total. Imaginez, par exemple, vous me parlez d'Aude Lancelin et vous me donnez une version fausse, amicale, mais fausse. Ouais. Je peux vous le dire. Bon, c'est en même temps. Imaginez que vous disiez ça sur Internet, tout le monde va en parler, et moi je vais le dire, personne ne va pouvoir entendre ma voix. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible. En plus, c'est l'univers de la rumeur, c'est l'univers comment dirais-je, du fait ou non vérifié, du scandale. Donc c'est pas tout à fait la presse que vous aimez. Oui, mais je suis d'un homme positif et optimiste. Je pense qu'il y a un mouvement d'Internet vers le contenu. Je travaille pas mal avec mes amis Internet de challenge.fr, que ce soit Bruno Roger Petit, Bazin, Safran, Doménac, je vais en oublier, je m'en excuse. Eh bien, nous écrivons, Bazin, il écrit parfois des papiers de 8 feuillets, Roger Petit, 6 feuillets, longs, et nous avons un succès considérable. Ça marche très bien. C'est-à-dire que maintenant, il y a une évolution des internautes, et d'ailleurs Google y contribue parce qu'elle le reconnaît, l'évolution des internautes vers quelque chose de beaucoup plus formulé, beaucoup plus expliqué, et pas la petite dépêche AFP courte dans laquelle on donne de fait. Donc, je suis un peu optimiste. Claude Perdriel, vous avez 90 ans dans quelques jours. Dans une semaine. Dans une semaine, vous avez tout vécu du succès de l'Obs, on l'a dit, l'échec du matin de Paris. Vous êtes toujours motivé? Ah oui. Oui, parce que, comment dirais-je... Qu'est-ce qui vous reste à vivre de positif dans la presse? Ce qui me reste à vivre, c'est que je trouve que nous sommes dans une société un peu triste, mondiale, un peu triste, un peu dangereuse. Ces pauvres Anglais votent pour le Brexit alors que déjà, ils sont à 22% ruinés. Ils ont perdu 22% de leur capital. Ils ont fait une énorme bêtise. Les Colombiens, qui sont en guerre depuis 20 ans, avec plus de 200 000 morts, votent contre la paix. C'est-à-dire, c'est effrayant. Alors, bon, les exemples, vous les connaissez. Pour quelqu'un qui est démocrate, qui croit à la démocratie, c'est terrible. Non,
c'est simplement parce que les gens ne sont pas assez informés. C'est parce qu'il n'y a pas assez de radio, de télé, de presse, et puis aussi parce que les hommes politiques ne font pas leur métier d'expliquer. Donc, peut-être que je suis comme la chèvre de M. Seguin, qui se fera manger par le loup à l'aube, mais je lutterai jusqu'à l'aube pour ne pas me laisser faire et continuer avec mes amis journalistes de Challenge à défendre la vérité, l'information, la pédagogie. Et en matière d'économie, si Challenge n'existerait pas, il n'y aurait pas de grand hebdomadaire économique en France. Avouez quand même que ce serait triste. Donc vous êtes toujours enthousiaste et motivé par la presse. Merci beaucoup Claude Perdriel et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci.